Aujourd'hui, dans Parlons-en, on va parler football. J'aurais envie de dire on va parler football tout court, mais voilà, les choses sont ainsi faites encore qu'il me faut préciser qu'on va parler de foot féminin. Pourquoi? Je vais poser la question à mes invités. Question aussi sur ce que la déprogrammation du match des Bleus ES dimanche dernier, de leur match de l'Euro face aux Pays-Bas au profit des garçons du PSG sur la première chaîne française de télévision, dit du chemin qui reste à parcourir pour que les filles prennent la place qui est la leur ou qu'on la leur donne. Foot féminin hors jeu, question posée ce matin à mes invités, Laura Georges, Marie-Stéphanie Abounois, Benoît Perrochet et Léna Bernard qui sera avec nous un instant depuis Genève. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Laura Georges, bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui consultante et avant cela bien sûr ancienne internationale de football, ancienne secrétaire générale de la Fédération française de foot, 188 sélections en équipe de France. Vous avez joué notamment au PSG, à l'OL et au Bayern. À vos côtés, Marie-Stéphanie Abounois, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférence à l'École supérieure des métiers du sport et de l'enseignement à Cergy. Ça fait 20 ans que vous travaillez sur le foot féminin. Je dis féminin haïtien, on va y revenir. Benoît Perrochet, vous êtes chroniqueur sport à France 24, bien sûr. Vous êtes ici chez vous. Benoît, entrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, en parlant en sémantique. Je ne vous cache pas que l'intitulé de l'émission a fait débat dans l'équipe de Parlons-en. Faut-il parler de foot féminin ou de foot tout court, Laura? Je dirais simplement de football. Et après, de préciser, s'agit-il d'une équipe féminine ou d'une équipe masculine? Mais c'est vrai que lorsqu'on emploie les termes, on est souvent à dire football féminin. Et lorsqu'on parle du football masculin, on aime dire le football. En préparant cette émission, je me suis rendue sur le site de la Fédération française de foot que vous connaissez bien. L'équipe de France, ce sont les garçons, et l'équipe de France féminine. Le qualificatif est précisé, je crois que ça vous hérisse un peu. En effet. Donc, tout dépend en fait du contexte. Je suis d'accord avec Laura. On a besoin de qualifier à certains moments, mais on se rend compte que le qualificatif, il est davantage attribué en fait aux femmes. Donc, quand on dit football, il faut entendre voilà, équipe masculine, dont la norme, en fait, le centre. Et là, quand on dit football féminin, entendre voilà, la pratique féminine. Bon, moi, je me pose la question, est-ce que ça existe? Parce qu'il y en a qui disent aussi qu'elle joue au foot féminin. Là, c'est un peu le summum, quoi. Donc, il faut peut-être qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, on dise football féminin et parallèlement football masculin. Parce qu'on dit l'Euro tout court pour les garçons et on dit l'Euro féminin qui se joue en Suisse en ce moment. Oui, ou la Coupe du Monde féminine. C'est vrai qu'il y a cette distinction entre le sport masculin et le sport féminin. On peut le regretter. Et pourtant la médiatisation, elle progresse. Alors moi, j'ai regardé pour le foot, mais j'ai regardé pour le sport en général. Entre 2018 et 2021, le sport féminin représentait 4,5% du temps d'antenne à la télévision française. Et ce chiffre, il a nettement progressé lors de la période 2024-2025. Ça ne vous a pas échappé. En 2024, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont, et ce sont ces grands événements, donc les Jeux Olympiques, l'Euro, le championnat d'Europe, ou encore les Coupes du Monde, ces grands événements-là qui amènent effectivement des téléspectateurs et qui mettent un coup de projecteur sur ces disciplines. Ça ne nous a pas échappé, Laura, je le disais en introduction. Dimanche dernier, les filles jouaient dans le cadre de l'Euro de foot féminin. Leur match devait être diffusé sur la première chaîne télévision française ici, une chaîne privée qui s'appelle TF1. Il s'avère que les garçons du PSG jouaient pour la Coupe du Monde des clubs en finale. Finale, faut-il le préciser, qu'ils ont perdu. Le match a été déprogrammé de la 1 pour passer sur la 2. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Personnellement, ça a été une déception, puisque je me dis qu'effectivement, lorsqu'on est diffuseur officiel, il faut aller jusqu'au bout de son engagement. C'était prévu, paraît-il. Il y a eu cette information du directeur de faire savoir qu'il pourrait y avoir du changement. Si les garçons arrivaient en finale, les filles seraient poussées... Exactement, même si... Ça aurait fait mauvais genre, sinon. Même si ça devait être quand même maintenu sur TF1, j'étais voilà, un peu déçue. Mais bon, au bout du compte, il y a eu cet accord avec France Télé et au bout du compte, les filles ont pu
être passé sur une chaîne majeure. Mais c'est vrai que lorsqu'on décide d'avoir un engagement, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Surtout qu'on est dans une période où les gens sont beaucoup à observer. Et les remarques qui sont ressorties, c'est de dire, bon, bah, oui, au bout du compte, c'est du foot féminin. Donc, effectivement, elle mérite cette place d'être reléguée. Donc, c'est un peu dommage. Alors que le signal fort aurait été, on maintient nos équipes et on croit en vous, les filles. Même si c'est une 3e place, mais on croit en vous. Puis, les filles, faut-il le préciser, qui ont remporté leur match à la différence des garçons. Mais qu'est-ce que ça a dit, ça? Selon vous, c'est un détail? C'est une histoire de... C'est plutôt révélateur, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un détail. Là, on voit encore que là, la pratique féminine, elle vient en seconde place par rapport à la pratique masculine. Et certains, dans les commentaires, disaient, bah oui, bah, il suffit juste de zapper. C'est tout le symbole qui est derrière, en fait. C'est assez symbolique. Et donc, on parle aussi là de la légitimité de la pratique féminine. Est-ce qu'on aurait pu déplacer la pratique masculine de cette manière-là? Je pense pas. Non, c'est toute cette symbolique-là, sachant que quand on passe, on diffuse un match sur une chaîne en prime time et tout, on va attirer aussi des publics improbables. Donc par hasard qui passe par là, donc ça améliore aussi l'audience. Donc c'est toute l'importance qu'on porte à la pratique. Et comme je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on est toujours à la périphérie, à la variante en fait de la pratique du football quand il s'agit des femmes. Oui, c'est un serpent qui se mange la queue. Benoît, on dit que le foot féminin est moins regardé, mais c'est sûr que si on l'expose moins... effectivement, vous attirez moins de sponsors. Ça. Le lendemain, quand même, lundi matin, la une de l'équipe, c'était les filles. Mais si les garçons avaient gagné... Exactement, c'est la question que je me pose. Effectivement, si les garçons, les Parisiens avaient gagné la Coupe des clubs, je ne sais pas s'ils auraient partagé la une avec leurs confrères du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que effectivement, si vous ne médiatisez pas ces sports-là, vous n'attirez pas les sponsors, vous ne donnez pas de visibilité, vous ne créez pas non plus des icônes. Et ça, c'est extrêmement important que des joueuses servent d'exemple pour les plus jeunes. Oui, c'est possible de pratiquer du foot à très très haut niveau. Et c'est hyper important ça que ces vitrines-là servent la cause des jeunes générations. On va revenir à un cercle vicieux où voilà, on nous dit qu'il faudrait transformer en cercle vertueux. Tout à fait. Voilà, alors tout ne va pas mal quand même, bien sûr, dans le foot joué par les femmes. Laura Georges, vous avez commencé en 97, ça fait plus de 25 ans. Il y a un monde entre les premières fois où vous avez tapé dans un ballon et aujourd'hui, en question de visibilité quand même, de notoriété, les choses bougent quand même, les choses avancent. Exactement, que ce soit en infrastructure, aussi développement de la pratique. Lorsque j'aime parler de l'évolution des infrastructures et les conditions qui nous étaient données, je me souviens, lorsque je jouais en équipe de France, on jouait dans des stades régionaux. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des rambardes et les supporters nous regardaient, on était à une distance vraiment très proche. Les gens étaient accoudés et pouvaient même nous toucher lorsqu'on faisait des touches. J'ai vu l'évolution de la pratique avec la professionnalisation de notre discipline. Aujourd'hui, la Ligue professionnelle féminine a été créée, ça fait maintenant plus d'1 an. Il y a des programmes pour le développement de la pratique chez les plus jeunes, mais aussi des programmes d'accompagnement de femmes dirigeantes. Donc, il y a vraiment tout un écosystème qui est en train de se créer pour développer la pratique. Je vois de plus en plus de sponsors, je ne vais pas les citer, mais qui accompagnent les équipes professionnelles et aujourd'hui même le football amateur. Je crois, il y a la médiatisation, c'est important effectivement que les matchs soient diffusés à la télé, mais dans quelles conditions aussi? Faut faire attention aux pelouses, c'est des stades parfois qui sont extrêmement champêtres, c'est pas du tout la même qualité des pelouses souvent que leurs confrères du foot oui, puis là, masculin. On parle des grands rendez-vous, on parle de l'Euro, de la Coupe du Monde, les matchs de championnat. Oui, mais là je parle par exemple du championnat de France, les retransmissions des matchs de championnat de France, ça a créé des vraies polémiques avec effectivement. Racontez-nous les polémiques. Non, des coupures. Il n'y a pas du tout le même système et le même nombre de caméras autour d'un match de foot féminin, ce qui ne contribue pas à mettre en valeur, effectivement. Et puis les diffuseurs aussi sont évidemment pas les mêmes que pour la Ligue 1. Canal+ a été diffuseur du championnat du foot féminin, mais on n'a pas du tout mis les mêmes moyens. C'est une histoire de budget. Ouais. Tout est question de budget. Alors, est-ce on pourrait toujours critiquer, mais
par rapport aux autres disciplines féminines, le football féminin est plutôt bien logé et bien accompagné, en tout cas bien développé en termes d'infrastructures, de moyens humains mis à disposition pour développer la pratique élite. Il y a des disparités aussi au sein du championnat de France entre les locomotives que sont évidemment l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, et puis d'autres clubs, on a Montguingamp ou d'autres clubs comme ça qui sont présents depuis de nombreuses années dans l'élite, mais qui n'ont pas du tout le même train de vie. Le salaire moyen, je crois, d'une on va y revenir, n'allez pas trop vite, Benoît, vous balayez beaucoup trop de sujets. Non, mais c'est intéressant cette histoire de club, parce que pendant, il me semble qu'il y a pas si longtemps, on collait des amendes à des clubs qui n'ouvraient pas leurs portes aux féminines, et pas mal de clubs qui préféraient payer une amende que ouvrir des infrastructures pour le foot pratiqué par les femmes, n'est-ce pas? Oui, mais il me semble qu'après, c'était pas vraiment une obligation, parce que il y en a qui profitent aujourd'hui aussi du système, parce qu'ils ont des subventions quand ils ouvrent une section féminine. Est-ce que c'est une vraie volonté de s'ouvrir à la pratique féminine? C'est pas toujours certain. Mais il faut dire aussi qu'on vient de loin. Ce que dit Laura, c'est il faut repartir sur l'histoire de la pratique féminine qui a été contrariée pendant plusieurs décennies. Et là, on est assez exigeant parce qu'on veut que la pratique soit rentable tout de suite, dans le cercle vicieux dont on parlait, qu'on se dise, là, les femmes ont été interdites de pratique du foot, de pratique du sport pendant plusieurs décennies. Et là, c'est depuis les années 70 qu'on a officialisé cette pratique-là. Donc, on laisse un peu le temps aussi aux femmes de faire leur trou, et je pense que ça pourrait donner quelque chose, qui est cette bien sûr volonté et même l'audace en fait, parce qu'on a envie plutôt du court terme, on veut une rentabilité immédiate, alors que là il faut penser plutôt à long terme. Et là où on a investi, on parle des spectateurs, de l'audience et tout, chaque fois qu'on a investi, on le voit au niveau de la Coupe du Monde, de l'Euro. On a du monde, en fait. Il y a une demande. Il faut juste laisser la place pour que cette demande-là puisse exploser. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a un rapport cause-conséquence immédiat dans d'autres pays qui ont fait le pari du foot pratiqué par des femmes. Je pense au Royaume-Uni, qui a fait un grand plan de professionnalisation au tournant des années 2010, avec un effet assez immédiat. Je crois qu'elles étaient championnes d'Europe en 2019, lors de la dernière compétition, les Anglaises. Donc il y a vraiment, quand on met de l'argent, quand il y a de la volonté politique, après il y a du résultat. Exactement. Dès lors que vous avez une stratégie, vous avez les moyens humains, le budget pour accompagner ces projets, tout dépendra de la qualité de votre stratégie. Effectivement, lorsqu'on regarde le travail mis en place par les Anglaises, qui en fait, en préparant leur Euro gagné en 2022, ils avaient déjà préparé cette stratégie d'accompagner une ligue élite féminine, c'est une ligue semi-fermée, donc pas du tout le modèle européen, donc on fait venir ceux qui ont quand même les moyens, et puis elle est fermée, donc du coup ce sont des clubs qui investissent, qui recrutent, pas forcément à l'étranger, mais qui ont développé en tout cas les meilleurs, et les meilleurs sont arrivés à maturité lors de leur propre championnat d'Europe. Par contre, ce qui s'est avéré, c'est qu'à la fin de leur Euro 2022, elles se rendent compte que leur grassroots, que leurs jeunes filles ne représentent pas la population. Il n'y a pas de diversité ethnique, ni de... et donc, du coup, à l'inverse de la France, se rendre compte, les Françaises ont développé leur base, représentant la France, représentant ce qui se fait de mieux dans le football français, ultramarin et du territoire, mais se rendre compte que nous, la France, nous n'avons pas travaillé sur notre élite. Et donc, d'où aujourd'hui la professionnalisation en France. Oui, pardon, les Anglaises ont gagné en 2022. Pour avoir de beaux championnats, mais on revient toujours au même sujet, Benoît, pour avoir un beau championnat, il faut de bonnes joueuses. Pour de bonnes joueuses, il faut des bonnes formations. Oui, de l'argent, et puis mais une volonté, moi je pense aussi politique, des politiques publiques. C'est le cas, ça a été le cas aux États-Unis en 1972 avec la création de cette loi, Title 9, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans tous les programmes éducatifs qui recevaient des fonds publics, incluant le sport universitaire et scolaire. Et ça a été un effet d'aubaine, et effectivement, pour de millions de sportives américaines, d'être traitées et d'obtenir exactement le même traitement de faveur, le même traitement en tout cas que les hommes. Et ça s'est débouché sur quoi? Bien sur une amplification de la participation féminine, cette augmentation massive du nombre d'athlètes féminines, et on
connaît les résultats de l'équipe féminine de football américaine. Le foot aux États-Unis, c'est avant tout un sport féminin, j'ai l'impression. Le foot comme on l'entend ici en Europe. Oui, le soccer. Oui, on peut dire, il faut juste faire, c'est un peu plus complexe que ça quand on dit que c'est le sport féminin. Oui, on a, par rapport à d'autres pays, on a plus de femmes qui y jouent, mais seulement on se rend compte que c'est pas pour autant qu'elles ont un statut davantage légitime que les hommes. Vous savez, il y a eu ce procès-là pour avoir les mêmes primes que les hommes. Il faut le dire. Autour de la figure titulaire de Meghan Rapinoe, bien sûr, qui avait mené un combat pour être payée. Elles ont gagné des titres. Elles ont gagné la Coupe du Monde à plusieurs reprises. Les hommes ne sont pas allés plus loin que ça, mais les hommes étaient quand même mieux payés que les filles. Donc, si on dit que c'est une pratique féminine, on devrait avoir toute cette légitimité-là au niveau des salaires et tout, de la visibilité. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les femmes ont quand même cette visibilité-là qu'on n'a pas chez nous. Mais ça a avancé. Moi, quand je commençais mes recherches, il y avait 3% de femmes au niveau de la Fédération française. Licenciées. Oui, 3% de femmes licenciées. On est aujourd'hui, il y avait à peu près... on va dire, c'était 70 000, et là, on est quasiment à 200 000. On était quand même une locomotive... un million de garçons, un peu plus d'un million de garçons, je crois. Oui, et on était quand même la locomotive au niveau européen. Et là, on a pris un tout petit peu de retard par rapport à d'autres pays. On était en avance par rapport à l'Espagne, qui a gagné la coupe du Monde. Mais là, je pense qu'il y a encore des choses à faire, parce qu'on aurait pu aller plus loin. On a une base qui est vraiment... super. Donc, il y a des choses qui avancent, mais il y a toujours besoin, en fait, de ce travail-là, comme dans d'autres domaines. Dans les préjugés qu'on entend sur le foot pratiqué par des femmes et qui serait un des facteurs explicatifs, peut-être, de son apparent moindre succès, on dit que le foot pratiqué par les femmes est moins spectaculaire, qu'il serait moins puissant. Laura Georges, je vous vois vous crisper. Ça vous énerve, évidemment. Je trouve que c'est toujours dommageable d'entendre les gens toujours à comparer l'aspect physiologique. On ne va pas évoluer à ce niveau-là. C'est injuste surtout. C'est complètement injuste. Oui, c'est injuste. Mais après, ce que je me dis, on ne peut pas convaincre des gens qui ne sont pas intéressés. Par contre, j'invite toujours les gens à se dire, venez au stade en fait. Et là, les gens se rendent compte de l'impact, de la vitesse, de l'enjeu, de l'aspect tactique. Mais souvent, les gens qui critiquent sont devant un écran. Alors derrière un écran, c'est pas la même chose, même si aujourd'hui on a beaucoup plus de caméras, le jeu va beaucoup plus vite aussi. Mais j'invite toujours les gens à venir rencontrer les joueuses, venez voir l'impact en direct. Il y a vraiment. Ouais, on a le sentiment qu'effectivement les femmes, elles ont cette obligation d'être plus performantes, de faire mieux, de le faire plus souvent. Ça vaut dans le foot, mais aussi dans le monde du travail, dans la société en général. Non, mais c'est intéressant. Dans la société en général. Ouais. On se souvient tous du dernier vainqueur de Roland-Garros chez les hommes. Non, mais vous allez mettre une colle. Là, j'ai un doute. Là, je suis sur le... Qui est la dernière femme à avoir remporté Roland-Garros? On parle plus de foot, mais voilà. Marie Pierce. Voilà. C'était Marie Pierce en 2000. Oui. Mais d'autant que qui viendrait, Benoît, à comparer le jeu du foot des garçons anglais au jeu espagnol? Ils jouent différemment et personne ne dit c'est mieux. Il y a plusieurs styles de jeu, mais en fait, on a l'impression que la pratique féminine, elle est plutôt homogène. Il y a différentes manières de jouer et au-delà de ça, on voit le sport ou la pratique du football que par la performance. Et il n'y a pas que la performance, parce que le sport, c'est aussi un fait social. Donc, il véhicule des identités, il crée le lien et tout. Et on ne peut pas, comparer systématiquement, en fait, aux hommes. L'histoire, elle n'est pas la même. J'ai entendu quelqu'un me dire hier, oh, mais c'est le foot masculin pratiqué dans les années... la nuit des temps. Voilà, les années 70. Mais encore heureux. Donc, laissons le temps, en fait, à la pratique d'éclore. Le foot en tant que pratique et le foot pratiqué par les femmes en tant que sport est victime de préjugés. Les joueuses aussi sont victimes de préjugés. On en revient toujours aussi un peu aux mêmes critiques qui traversent la société à l'égard des femmes dans leur identité de femme. Qu'est-ce qu'on n'entend pas encore aujourd'hui en 2025? Laura Georges, sur une joueuse de foot, sur qui elle est, sur sa soi-disant féminité, etc. On en est encore là. Je pense qu'on est toujours encore à vouloir que la joueuse soit belle, qu'elle soit dans les normes de la femme svelte et toujours tout de même athlétique.
Or, le football, voilà, on sait, hein, comme dans la société, il y a des femmes masculines, plus efféminées ou autres. Après, c'est plutôt la personne que l'on est que l'on doit juger. Mais je crois savoir que certaines joueuses, oui, sont marginalisées parce qu'elles ressemblent peut-être, elles sont un peu plus masculines que d'autres, les cheveux courts ou autres. Mais maintenant, je pense que les filles sont quand même assez alertes qu'elles représentent en fait la population et qu'elles sont fières quand même de représenter celles que l'on ne voit pas. Et qu'en fait, il y a la partie des réseaux sociaux et puis il y a la réalité. Je pense les filles sont assez éduquées, ou même chez les garçons, à se dire, bon, en fait, à un moment... ceux qui parlent sont souvent des jaloux ou n'ont jamais pratiqué de notre discipline. Et puis, on n'est pas là pour plaire. Marie-Stéphanie Abouna, vous avez travaillé sur ce rapport à l'identité sexuelle et ces injonctions physiques, notamment faites joueuses. Vous dites qu'elles sont encore considérées à travers le prisme de la transgression. Oui. En effet, en fait, de toute façon, pratiquer le football, c'est déjà une transgression, même si on a évolué. Je rappelle que le foot a été interdit aux femmes au nom, je sais pas, il y avait des raisons plutôt médicales, mais là, on se rend compte qu'il n'y a même pas de raison de fertilité. Il y avait beaucoup de choses. Et donc, on a encore dans cette logique-là de la femme footballeuse transgresseuse, où on en parle plus tellement de la camionneuse. J'ai lu encore des choses sur les réseaux sociaux, des gens qui comparaient par exemple au volley. Ils disent, ouais, mais si elle jouait au foot en bikini, nous, on viendrait regarder avec plaisir. Donc, il y a toujours cette sexualisation. Ce que les joueuses de volley pensent de l'uniforme qui leur est... Et voilà. Et donc, ils disent, oui, en fait, il y a toujours cette sexualisation-là des femmes quand elles pratiquent le sport. Mais il faut dire aussi que l'image change. Il faut faire la différence entre les communautés même des joueuses, parce que c'est ce que j'étudie en fait sur les réseaux sociaux, où on sent les gens beaucoup plus... en phase avec les joueuses, on n'a pas ces remarques plutôt déplacées. Et ailleurs, en fait, où je lisais ces commentaires, c'est sur d'autres... qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas en réalité ils connaissent même pas. Ils connaissent pas. On a beaucoup de préjugés, mais ils connaissent pas la pratique. Une question un peu intime, mais j'y pensais là quand on évoquait la question de la fertilité. Une jeune femme, est-ce que aujourd'hui, dans les clubs pro, une jeune joueuse qui voudrait avoir un bébé, est-ce qu'elle est bien accompagnée? Est-ce que c'est facile de revenir après une grossesse quand on est joueuse de foot professionnelle aujourd'hui? Aujourd'hui, elles sont bien accompagnées. C'était pas le cas avant. Aujourd'hui, elles ont forcément, elles ont un accompagnement, mais au niveau salarial, puisqu'on pourrait avoir cette crainte de perdre son contrat. Les joueuses ont dorénavant 1 an supplémentaire, du coup, pour revenir et rester en tout cas dans le club. Pour savoir, par rapport à l'équipe de France, notamment, elles sont accompagnées. Leurs conjoints ou bien les compagnes sont les bienvenus, ou les nounous sont également les bienvenus pour qu'elles puissent avoir leurs enfants durant la compétition. Mais pour ça, il a fallu batailler. Il a fallu en parler simplement aussi, je pense. Mais c'est un sujet qui reste quand même très tabou, ça, dans le sport féminin, effectivement. En général, d'ailleurs. La maternité, en général. Moi, je pense à Clarissa Agbenenou ou encore Elodie Clouvel, qui ont donné naissance à leurs enfants au cours de leur carrière, qui ont fait un terme, ou Kim Clijsters, pareil, en tennis, et qui ont été très très bien accompagnés, notamment par l'INSEP. Et c'est surtout vous parliez tout à l'heure d'injonction, en fait c'est une injonction implicite des femmes qui n'osent pas, comme dans le monde du travail, parce que est-ce que je vais revenir après, même si on est accompagné, il y a quand même cette injonction silencieuse qui empêche les femmes encore de s'engager. J'ai interrogé certaines joueuses qui disaient, mais moi je n'ose pas parce que je suis pas sûre de retrouver on a ma l'impression place. que c'est encore un pavé dans la mare qu'elle jette encore aujourd'hui. En effet. Il y a une envie réelle, on le disait, le nombre de licenciées féminines va augmentant. Il y a quand même encore beaucoup d'inégalités d'accès. Et j'ai en tête une petite fille que je connais bien qui est en Savoie et qui voudrait faire du football et qui, dans un périmètre proche de chez elle, n'a pas trouvé d'équipe, Benoît, de filles et qui joue avec les garçons. Alors elle n'en est pas malheureuse, mais aujourd'hui, quand on est une fille, qu'on veut jouer au football, pas forcément jouer avec des garçons, pas par haine des garçons, mais parce qu'on aimerait bien jouer avec des filles, c'est quand même encore compliqué de trouver les infrastructures, même au niveau amateur, quoi. Oui, de section féminine, c'est un coup, mais bon, après, moi, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais effectivement, c'est les clubs qui reçoivent des subventions pour créer des sections féminines. Ce n'est pas toujours facile, effectivement, de pousser cette porte-là, parce que vous n'allez pas trouver cette section féminine. Puis il y a tous ces préjugés, effectivement. Les parents, peut-être les craintes aussi des parents. Comment va être perçue ma fille si elle se met à jouer au football ou si elle se met à jouer au rugby? Est-ce qu'elle va pas être l'objet de railleries dans la cour de récré?
ces préjugés-là, ils persistent encore dans la société. D'ailleurs, ça commence dès la cour de l'école. On sait que les garçons prennent encore beaucoup de place avec leur ballon dans la cour, Laura. Mais après, il y a aussi la particularité des territoires. Si vous êtes en montagne, il est bien plus difficile de trouver des clubs sur votre lieu de Oui, il y a une résidence. inégalité sur les territoires. Exactement. Il y a une vraie contrainte au niveau territorial. Et donc, du coup, il y a des regroupements de clubs. Effectivement, lorsqu'on n'est pas à côté d'un, c'est pas forcément évident. Tout dépend de la région, effectivement. Et c'est aussi une opportunité, parfois, pour les filles, justement, pour asseoir leur légitimité, d'évoluer quand même avec les garçons, parce que c'est permis, en fait, jusqu'à 14 ans, je crois, où les filles peuvent jouer avec les garçons. Et après, soit il y a une dérogation, soit, voilà, elles intègrent, en fait, une équipe féminine. Mais c'est vrai que pour ces petites filles, pour ces très jeunes filles, ça pose des questions d'équipement, des clubs, de vestiaires. Ce sont des choses pratico-pratiques. Mais c'est vrai que ça joue aussi dans la pratique d'un sport. Vous évoquiez tout à l'heure, Laura, et ça dit beaucoup aussi de la place des femmes dans les instances dirigeantes du foot français. Alors vous, en l'occurrence, vous êtes un contre-exemple parce que vous étiez secrétaire général à la FFF. On a évoqué la nouvelle patronne de l'OL qu'on va voir à l'image, qui est quand même l'une des rares femmes aujourd'hui en France à être à la tête d'un club de foot à la fois masculin et féminin. Mais on parlait de la question, on la voit à Michel Klang, mais on parlait de la question de la représentation, la représentativité. Là encore, il en faut des modèles, Benoît, pour se projeter. Moi, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas d'équivalent à la politique et à ce texte de loi dont on parlait aux États-Unis, qui a été créé en 1972. Mais les politiques publiques, elles reposent davantage, j'ai l'impression, sur des incitations. Des plans de financement dédiés, des quotas, des opérations pour la médiatisation, comme cette opération dont fait partie France 24 chaque année, Sport féminin toujours, cette journée où on met l'accent sur le sport féminin, justement, et pour lutter en tout cas pour mettre davantage en avant le sport féminin. Mais il n'y a pas d'obligation en France structurelle et nationale aussi forte qu'aux États-Unis de cette égalité de traitement entre les hommes et les femmes. On a quand même la loi Vallaud-Belkacem, en fait, qui... Quand vous dites, c'est l'incitation, il n'y a pas de sanction derrière, mais la loi Vallaud-Belkacem qui dit au club, en fait, en fonction du nombre de licenciés, qu'on ait proportionnellement, en fait, le nombre de femmes dirigeantes et tout ça, quoi. Mais c'est pas toujours respecté. Laura, votre expérience à la FFF vous fait dire que les choses avançaient, mais que long était encore le chemin ? Les choses avancent. Il y a eu la loi sport en 2022 et donc du coup 50% des comités exécutifs des fédérations doivent être composés d'hommes et de femmes. Et donc du coup on voit ce nombre de femmes augmenter à ces postes à responsabilité. Il est clé. Je vous dis ça, je suis une femme, vous direz forcément vous êtes une femme, vous faites la promotion. Je dis il est clé parce qu'en fait le sport a besoin de non seulement de femmes, je dirais que c'est au-delà du genre, mais de personnes qui vont donner une vision différente de l'évolution de ce sport. Demain, j'ai besoin de parler à des personnes en situation de handicap. Il me faut des gens qui comprennent ce que c'est que l'handicap. Il me faut des gens qui comprennent la sensibilité féminine, ou pas la sensibilité féminine, mais l'évolution de ce sport féminin. Il me faut des gens qui le poussent. Et lorsqu'on est dans un comité directeur, quand vous avez des femmes qui ont pratiqué ou non pratiqué, mais qui vont vous amener ces sujets, en fait. Parce que lorsqu'on est dans une réunion de plus de 2 heures, 3 heures, les sujets féminins, parfois, n'interviennent pas, ne rentrent pas en jeu. Lorsque vous avez des gens qui comprennent ce que c'est, les gens vont en parler. Donc, l'importance d'avoir des femmes, mais aussi, au-delà des femmes, d'avoir des gens qui comprennent l'évolution de ce sport, des personnes en situation de handicap, des jeunes. Donc, je suis pour promouvoir le fait que pour l'évolution du sport, même français ou féminin, d'avoir différents regards de personnes de différentes régions, religions autour de la table. Je reviens à la question de la médiatisation. Alors, tout a changé, bien sûr, avec les réseaux sociaux. Ça permet un contact direct entre les joueuses et leur public, qu'elles prennent. D'ailleurs, je crois qu'il y a des petites différences. Je crois que les garçons ont... Mais c'est aussi une histoire d'argent. Tiens, on va parler d'argent, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. Parmi les fossés qui existent, c'est stratosphérique. Je regardais la différence en préparant cette émission entre les salaires des meilleurs joueurs, des meilleures joueuses françaises et des joueurs français. On passe de c'est multiplié par 20, par 30. Voire par 100, je pense. On parle de millions d'euros mensuels pour des joueurs comme là, le salaire moyen, je Mbappé, le disais, en France, dans le championnat de France, féminin, c'est 2200 euros.
Voilà. Et pour les meilleurs, c'est quoi 50 000, 60 000 euros? C'est évidemment énorme, mais c'est rien à voir avec... entre ce qui se pratique à l'OL et au Paris Saint-Germain et le reste du championnat. Et alors, un fossé énorme entre le foot féminin et le foot masculin, ça c'est sûr. Quand on est pro aujourd'hui, on en vit en France? Oui. Oui. En tout cas, celles qui sont dans les plus gros clubs, il y a des salaires de très haut niveau, de très bons salaires. Mais ce n'est pas la réalité de l'ensemble de nos joueuses. Bien sûr. Il faut aussi faire ce distinctif. Mais c'est vrai que je pense que l'enjeu, c'est pas d'être aussi bien payé que les hommes, mais d'être sûr que les filles soient dans les meilleures conditions d'infrastructure. Et aussi, effectivement, d'être accompagnées, d'avoir des gens à disposition pour les accompagner dans leur reconversion, mais également aussi dans les clubs, d'avoir des gens, en fait, un département dédié aussi à créer cette économie. Parce qu'on souhaite développer le football féminin, mais si vous n'avez pas des gens dédiés à aller chercher des sponsors, à vendre vos droits télé, à créer cette image, en fait, puisqu'en fait, on sait que si on met les conditions pour aller chercher des nouveaux sponsors, bien sûr, vous allez avoir de nouveaux partenariats, de nouveaux... Et ces sponsors-là, on les sent allants ou ils ont encore un peu des réticences? Moi, je pense que pour les grandes compétitions, ils sont là. Ils sont là. Mais après, pour assurer le suivi, quand on éteint la torche olympique ou paralympique, lorsqu'on joue la finale d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, là, il y a plus grand monde. Mais ça, c'est valable pour les sponsors, mais c'est également valable pour les médias. Et là, franchement, il faut aussi balayer devant sa porte. Absolument. Parce que ça ne contribue pas non plus au récit, ça ne contribue pas à raconter une histoire, à fabriquer aussi des icônes. Le sport a besoin de vitrines comme ça. Le sport féminin a besoin de vitrines. Assurer un suivi beaucoup plus approfondi, effectivement, plus régulier auprès de ces joueuses-là pour entraîner certaines vocations. Marie-Stéphanie Abouna, les médias, la presse a sa responsabilité là-dedans? Évidemment, elle est donc alors les médias mainstream, donc traditionnels et tout, bien qu'ils soient assez frileux par rapport à cette rentabilité dont on parlait tout à l'heure. C'est sûr que le football masculin est beaucoup plus rentable que le foot féminin. Donc, ils sont assez frileux par rapport à ça. Et donc, je pense qu'ils ont leur responsabilité parce que, bon, on est sur France 24, il y a aussi la question du service public pour pouvoir le faire. Parce que il y a pas le foot féminin, c'est pas que le sport, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un fait social. On parle de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, on parle aussi de certaines valeurs. Et donc, si on ne le diffuse pas, en fait, il y a des choses qu'on laisse en sourdine. Et au-delà de ça... donc les réseaux sociaux aujourd'hui donnent effectivement cette possibilité-là de visibilité parce qu'elles vont contrôler leur image, elles vont diffuser ce qui les intéresse. Et ce qui est assez intéressant aussi dans mes recherches, j'ai pu constater qu'elles partageaient la même communauté. Donc, plusieurs joueuses, en fait, ont, par exemple, 50-60% de leur communauté commune avec des stars comme Kylian Mbappé, comme Ronaldo. Ça signifie peut-être qu'on peut trouver des marchés communs. Quand on parle justement de visibilité, de rentabilité, il est possible qu'on trouve des passerelles dans ce sens. Justement, Laura, je voudrais qu'on parle du rapport avec les joueurs masculins. Je sais que y a une image de Tchouaméni avec le maillot des filles là, avant l'Euro qui a beaucoup circulé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des passerelles avec les garçons, notamment de l'équipe de France de football masculine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans aussi? Oui, il y a vraiment des passerelles. Je pense qu'après, ça dépend vraiment de chaque joueur. Mais que ce soit ici avec Tchouaméni, joueur français qui veut encourager les filles. Ça a été fait dans le passé avec des équipes étrangères. Ça l'a été avec des basketteurs qui soutiennent leurs propres coéquipières du même pays. Donc, c'est une vraie volonté. Je pense que les joueurs sont de plus en plus alertes de se dire, mais au fait, je peux aussi aider nos joueuses. Et donner cet éclairage, donner ce soutien, parce qu'ils savent que les filles forcément soutiennent et observent leur match. Mais on sait qu'il y a cet élan aussi des joueurs qui sont très inspirants et qui peuvent aussi montrer la voie pour les féminines. Je reviens juste sur l'aspect des sponsors. Il y a un engouement aussi des sponsors. Je ne peux pas les citer, mais il y a des sponsors qui ne sont pas juste venus lors des JO, qui ont accompagné beaucoup d'athlètes avant les JO et qui continuent à le faire. On voit après, souvent les sponsors accompagnent les grosses équipes, le Paris Saint-Germain. Et les stars aussi. Et les stars aussi.
Donc plus on a de visibilité et plus ça intéresse. Moi j'ai juste une question pour vous, Laura. Vous avez été joueuse du Paris Saint-Germain. On sait que pour la cérémonie du sacre de champion d'Europe au Paris Saint-Germain, il y avait tous les anciens du club qui avaient été invités. Est-ce que la section féminine, vous avez été invitée ou pas? Personnellement, non. Voilà. Non. Voilà, moi ça c'est dit. Mais d'ailleurs, autre incertitude, si les filles, parce qu'on va quand même finir par parler des performances des Bleus à l'Euro, mais si les filles remportent... Ça dit quand même beaucoup de choses. Je veux dire, le Paris Saint-Germain, c'est la locomotive du foot féminin en France. Et ne pas les inclure, enfin, excusez-moi, ces joueuses-là qui ont remporté. On ne fera pas de polémique, l'essentiel c'est qu'ils aient gagné. Et puis si les filles sont championnes, on invite mais c'est une histoire commune. Le club, c'est une section masculine, c'est une section féminine. Si les filles remportent l'Euro, là, on va parler dans un instant de leur performance. Est-ce qu'elles vont avoir droit à la réception à l'Élysée? Est-ce qu'elles ont droit à la descente du bus? Oui, ça c'est bon. Leur premier titre, oui. C'est acté. Oui. Alors venons-en justement au parcours des Bleus. Quart de finale, ce sera samedi face à l'Allemagne. Le dernier match était une réussite, bien qu'il ait changé de chaîne, on l'a déjà évoqué. Laura Georges, le nouveau coach des Bleus, Laurent Bonadei, a fait des choix quand même assez clivants, notamment en ne sélectionnant pas Wendy Renard, que vous connaissez bien, je crois, avec laquelle vous avez joué, bien sûr. Et on sait que ça a été compliqué pour elle, évidemment. C'était un des piliers et puis un des visages très connus de cette équipe de France féminine. On va peut-être laisser Wendy Renard de côté, mais alors jusqu'ici, qu'est-ce que vous pensez du parcours des Bleus dans l'Euro? C'est un parcours qui me plaît parce qu'au-delà de la qualité de jeu qu'elle dégage, c'est vraiment un enthousiasme. C'est beaucoup d'authenticité et de joie, et c'est un collectif fort. Je dis ça parce qu'on peut avoir... on a la notion d'équipe et on a la notion de groupe. Et je pense que ce que le coach a vraiment mis en place, c'est un collectif fort, un groupe. C'est-à-dire que le nombre de changements qu'il a fait en cette compétition, je ne l'ai jamais vu. En équipe de France et même dans d'autres équipes, à voir si elles iront jusqu'au bout, on leur souhaite. Mais il y a quasiment plus de 20 joueuses qui ont joué sur les 3 matchs. Dès le deuxième match, il a changé quasi complètement son équipe. Donc il y a une vraie confiance en ces joueuses et des très très jeunes joueuses. Donc impressionnée. Léna Bernard, je crois que vous nous suivez depuis Genève. Malheureusement, on a perdu l'image, mais je crois qu'on a le son. Donc vous êtes journaliste à SoFoot, vous suivez pour le magazine Le Foot féminin et donc cet Euro en Suisse. Vous êtes d'accord avec Laura, il y a de la joie, comme chantait Traîné il y a longtemps dans cet Euro pour les filles. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Laura. C'est vrai que ce qui se dégage de ce collectif, c'est vraiment de la joie, en fait. Enfin, ça se voit dans les conférences de presse, ça se voit à la fin des matchs. Et puis, effectivement, il y a eu beaucoup de turnover, mais il y a aussi une efficacité retrouvée. On a souvent argué que la France avait souvent un problème mental, un problème collectif, mental. Et on n'a plus du tout ça. Depuis le match contre le Brésil en amical en préparation, on a un collectif fort qui arrive à retourner des situations qui avant étaient très difficiles et qui généralement entraînaient des défaites. Mais là, on l'a vu, que ce soit contre l'Angleterre, que ce soit contre le Pays de Galles, quand il y a des égalisations, quand les Anglaises reviennent à 2-1, et là, la remontada contre les Pays-Bas. On a beaucoup dit, et Laura le rappelait à l'instant, que le coach Bonadei privilégiait le groupe aux stars, peut-être, et visiblement, c'est une méthode qui, jusque-là, fonctionne. Après, ça, c'est sa méthode de fonctionner à lui qui lui est propre. Mais effectivement, pour le moment, ça fonctionne. Après, à voir comment ça se tourne en quart de finale, puisque c'est le plafond de verre, entre guillemets, de l'équipe de France sur les dernières compétitions, hormis l'Euro 2022, où elles avaient atteint le dernier carré. Mais pour l'instant, oui, effectivement, on sent que le projet de vie que le coach voulait mettre en place est une franche réussite. Ouais, c'était une équipe qui avait un statut d'outsider avant cette compétition, on ne va pas se le cacher. Cette entrée en lice réussie quand même face aux championnes d'Europe en titre, l'Angleterre. Est-ce que ça a contribué aussi tout est possible en fait dans cet Euro-là. On nous a... l'équipe a beaucoup changé. Il y a plus ces joueurs, il y a plus Eugénie Le Sommer, il y a plus Wendy Renard, des joueuses très expérimentées qui pouvaient aussi guider des joueuses moins expérimentées, surtout dans ce genre de compétition-là. Est-ce que des matchs comme ça face à l'Angleterre, c'est le déclic qui peuvent leur permettre d'aller encore plus loin? Je rappelle qu'elles vont jouer l'Allemagne, l'Allemagne 8 fois championne d'Europe dans leur histoire, mais qui ont été battues pendant la phase de groupe, ce qui n'est pas le cas des Françaises jusque-là.
C'est sûr qu'on a une équipe de France qui a démarré, mais vraiment d'une manière très impressionnante. Et l'Europe l'a observé. Et dès le lendemain du match, elle se dit, mais la France est forcément favorite. En battant les Anglaises, elles ont été malmenées. Il faut quand même savoir que durant 5 minutes, ça a été compliqué. La France prend un but qui est, sur lequel l'arbitre vient en disant non, annulé. Mais après, elles reprennent cette confiance. Et on revoit la France face au Brésil qui revient dans la compétition et qui met cette pression et qui gagne ce match. Et là, les gens se disent, la France, il va falloir compter sur elle. Et durant cette compétition, face aux Pays-Bas, on voit qu'elles retrouvent cette énergie pour redominer. Et là, on se dit oui. L'équipe de France a peut-être passé ce cap de l'aspect mental, parce qu'on est connu à travers le monde pour être une équipe très forte techniquement, mais mentalement, à retomber lorsque ça devient compliqué. Marie-Stéphanie Abouna, vous travaillez sur le foot pratiqué par les femmes. Je ne sais pas si vous êtes vous-même amatrice ou analyste des qualités de l'équipe de France. Vous en pensez quoi de cet Euro ? Alors, j'avoue que là, j'ai vraiment pas eu la possibilité de regarder les matchs parce que j'étais en congrès à Séoul. Voilà. Et je suis rentrée hier, mais je suis en fait via les réseaux sociaux, j'ai pu lire ce qui a été fait, qui est plutôt formidable. Et de toute façon, on est tous et toutes derrière cette équipe qui a l'air bien engagée. Et l'engouement va aller crescendo. C'est vrai que c'est comme ça aussi sur les compétitions sportives ici en France. Foot féminin comme sport en général. Benoît, on se souvient ce que pensaient les Français des JO quelques mois avant. Et puis ça va. On n'en parlait c'est quasiment pas de cet voilà. Euro, il ne faut pas se le cacher. On n'en parlait quasiment pas au printemps. C'est effectivement les résultats aidants, les bons résultats aidants que les médias couvrent cette... ils parlent de cet Euro, d'ailleurs, à France 24. On sera présent sur place pour toutes les phases finales. Donc avec une équipe qu'on envoie effectivement en Suisse pour suivre non seulement les résultats de l'équipe de France, on espère qu'il arrivera à se qualifier jusqu'au dernier carré et pourquoi pas jusqu'au... Mais c'est vrai que il ne faut pas se cacher à son petit doigt. C'est peut-être la conséquence de la méthode Bonadei, mais ayant écarté les figures un peu tutélaires de l'équipe de France, on peut faire le test autour de nous. Il y a pour l'instant un déficit de notoriété dans le grand public de ces joueuses aujourd'hui de l'équipe de France, qui va peut-être aller réduisant plus la compétition va avancer. Mais c'est vrai que quand, je pense, beaucoup de gens peuvent citer à peu près tous les noms des garçons, pour les filles, c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être encore... Il y a du chemin encore à faire, Laura. Ouais, c'est vrai que ça peut être, en tout cas, une question de se dire, en fait, quelles sont les joueuses qui ressortent ? Je pense que la joueuse actuellement qui ressort, c'est Delphine Cascarino. Et puis la compétition, on l'espère, va se poursuivre. Et puis les gens vont observer quelles sont les joueuses qui ressortent. Et c'est comme ça, les événements, les compétitions ressortent les stars. Et, la plupart des filles aujourd'hui de l'équipe de France, elles jouent où ? Alors la plupart sont au Paris Saint-Germain, Lyon. Beaucoup au Paris Saint-Germain, à l'Olympique Lyonnais, et on voit de plus en plus de joueuses évoluer à l'étranger. Paris FC également, effectivement. On a une joueuse à San Diego, donc du coup Delphine Cascarino, à la Juventus. Voilà, les gros clubs phares français et internationaux. C'est intéressant de voir que la plupart des filles jouent dans des clubs français. Dans des clubs français, mais qui sont, alors, je le disais, des locomotives pour le foot français, mais sur le plan européen aussi. L'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, c'est quelques titres quand même en Ligue des Champions. Ça fait partie vraiment du cercle très très fermé des meilleurs clubs européens et de la planète. Écoutez, je suis très contente d'avoir passé ces 3 quarts d'heure à parler de foot pratiqué par les femmes. On le disait, Benoît, c'est pas si souvent et ça fait du bien. Qu'est-ce que Marie-Stéphanie Abouna, vous voudriez dire à une petite fille qui nous regarde, là, qui se dit « Mais moi, en fait, je veux faire du foot, ça me plaît ?» Alors j'ai envie de lui dire oui, c'est possible, vas-y, t'as toute ta place en fait dans cette pratique là. Et surtout j'ai envie de dire aussi à ceux qui aux médias, aux institutions en fait, d'avoir de l'audace, d'oser en fait. On parlait tout à l'heure de la sémantique. Je pense que des institutions comme la FIFA ou l'Euro pourraient avoir cette audace là et changer un peu les choses. Au lieu de la Coupe du Monde féminine, parler de Coupe du Monde ou de l'Euro pour tous. Et là, ce serait vraiment un signal très fort aussi pour les petites filles qui disent qu'elles veulent jouer au foot et non au foot féminin. D'ailleurs, les petites filles, elles disent pas qu'elles vont jouer au foot féminin. Je pense qu'elles disent qu'elles vont jouer au foot tout court. Laura, avoir de l'audace, ça vaut pour le foot et pour la vie en général. Exactement, avoir de l'audace et beaucoup de soutien, beaucoup d'amour des parents. Et puis après, petit message pour les garçons, d'encourager les filles. Voilà, on a aussi besoin d'énergie positive. N'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Mais, moi, bien je suis toujours sûr. en- Mais oui, merci beaucoup d'être venu. On salue Léna Bernard. On est désolé que ça n'ait pas marché la vision, mais on a eu quand même 2-3 mots sur le parcours des filles à l'Euro. Donc je le disais, quart de finale France-Allemagne samedi soir. Ouais. Gros match. On suivra ça. Merci infiniment Merci. d'être venu sur ce Merci. plateau. Laura Merci. Georges, Marie-Stéphanie Abouna et Benoît, vous étiez ici chez vous. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.